Cette table ronde qui est consacrée à des innovations numériques mises en place par des experts comptables au sein de leur structure va certainement vous apprendre et vous apporter beaucoup de choses. Alors qui sont-ils? Ils sont au nombre de 3. Celui qui est juste à côté de moi s'appelle Yann Benchora. Bonjour Yann. Bonjour. Vous êtes, Bonjour à tous. alors il a un prénom breton, mais vous allez voir qu'il a un accent qui ne l'est pas. Mais je viens du sud, attention. Voilà, plutôt du sud-ouest. Yann est directeur général à la compagnie fiduciaire, qui est un gros cabinet bien implanté, notamment dans le sud-ouest. Et vous êtes en charge notamment du digital. Et vous avez déployé, depuis quelques années, un projet qui s'appelle sacomptepourmoi.com. Et vous nous expliquerez comment vous l'avez fait. Avec plaisir. À côté de vous, Denis Barbarossa. Bonjour Denis. Bonjour à toutes et à tous. Expert comptable, commissaire aux comptes, vous dirigez un cabinet, alors je ne vais pas dire de taille modeste, mais un petit cabinet, hein, et vous me l'avez dit vous-même en préparant cette table ronde à Paris, plutôt tourné vers les entreprises de e-commerce, les startups, et parce que c'est votre milieu, vous avez aussi déployé et réalisé pas mal d'innovations numériques dans la façon de fonctionner de votre cabinet. Et puis, je dirais, le local de l'étape, c'est Laurent Sellerier. Bonjour Laurent. Bonjour, pas avec un nom breton. Qui dirige le cabinet Sellerier Bénéat et associé dans le Finistère, 4 implantations dans le Finistère. Et 5, pardon. Enfin 6 dans le Finistère et 1 dans le Côte-d'Armor. Il faut être exact. Et vous avez déployé, vous êtes en train de déployer, On est en train de déployer, oui, tout à fait. tester pour l'instant un système qui s'appelle e-collaboratrice. Tout à fait. Et vous allez nous expliquer comment vous l'avez fait, quelles ont été les étapes de la maturation. Tout à fait. La première question à tous les trois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas des geeks dans la salle, est-ce que vous vous considérez comme des geeks, des espèces de mordus de toutes les nouvelles technologies? Je suis sûr que Denis va dire oui, mais pas forcément les autres. Je suis surtout curieux en fait avant toute chose. Geek, si c'est le gadget pour le gadget, un petit peu évidemment, mais je cherche surtout des innovations, des idées, des outils qui me permettent d'apporter un petit peu de renouveau et de gagner en productivité évidemment, mais c'est surtout pour moi une démarche curieuse de rester ouvert à tout ce qui peut nous faciliter la vie, nous amuser, donner un service un petit peu différent à nos clients. Donc c'est avant tout pour moi un esprit curieux qu'un esprit purement geek du gadget pour le gadget. Laurent? Alors moi je suis expert comptable, je ne suis pas geek du tout. Bon, d'accord. Voilà. À titre d'exemple, j'ai couru quelques réunions avec des startups, puisque aujourd'hui je suis également à la tête d'une startup. Et j'ai appris plein de mots, j'ai découvert. J'ai eu un gars qui devait être un geek, un gars qui arrive avec ses cheveux longs, son chignon, qui me dit « Est-ce que ton application est scalable ?» Moi, je lui ai répondu « Je ne sais pas ce que ça veut dire ». Il m'a dit ben, si tu crées une start-up et tu ne sais pas ce que ça veut dire scalable, tu es mal barré. Voilà. Et je pense que finalement, bon, j'ai regardé ce que ça voulait dire quand même. Hein. Donc ça vient de échelle et puis savoir si on peut scale, l'échelle, voilà, ouais, tout à fait. anglais, ouais. Et ben je découvre les mots au jour le jour et je ne suis pas du tout du monde de l'informatique. Et vous, Yann? Mais pas du tout. Moi, je suis plutôt un homme de projet. Moi, je suis surtout sur la veille, sur l'innovation. Je cherche et dès que je m'ennuie, je m'arrête et je cherche autre chose. Donc, je suis plutôt sur les projets, moi. Mais vous comprenez les uns les autres, parce qu'on va parler des innovations numériques, vous comprenez que ça puisse faire peur à l'heure où on parle des factures dématérialisées, d'intelligence artificielle, que dans certains cabinets, même si le mot quelquefois paraît un petit peu désuet, dans certaines structures en tout cas, ça puisse effrayer? Alors là encore, on parle beaucoup d'ubérisation, ça fait très peur. Je comprends que ça fasse peur. Maintenant sur l'ubérisation, quand je regardais la définition qui était donnée ce matin hein, de la mise en relation des différents intervenants avec pour objectif de réaliser un profit, ben je me dis c'est la définition des experts comptables depuis plus de 70 ans. Et finalement, les experts comptables, ils ont inventé l'ubérisation bien avant tout le monde. Et on devrait parler d'expert comptabilisation plutôt que de ubérisation. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'on gère des flux, on met en relation des intervenants, un client quand on le met en relation avec son fournisseur, quand on le met en relation avec son salarié, quand on le met en relation avec l'administration.
c'est de l'ubérisation déjà. Et donc du coup, c'est de l'expert comptabilisation que nous faisons. D'accord, donc n'ayez pas peur, vous le dites aussi tous les deux, Denis et Yann. Non, n'ayez pas peur, parce qu'effectivement, les outils sont nombreux, mais les outils aujourd'hui nous sommes tous aujourd'hui en tant que consommateurs à tester aussi les outils, à voir un petit peu ce que nous pouvons faire de nouveau. Et quand vous avez une application SNCF ou une application bancaire dans la poche, vous n'avez pas peur, ça n'a pas fait peur non plus aux banquiers. Le modèle économique peut parfois faire un petit peu peur, mais les outils sont là pour nous aider. Les outils ne sont pas là pour définir votre stratégie, donc pas de crainte à avoir, mais une ouverture effectivement avant tout et une réflexion peut-être sur son mode d'organisation de cabinet et de production. Oui, c'est surtout qu'on est une profession qui a vécu des mutations technologiques depuis 30 ans assez fortes, et on a toujours réussi globalement à passer le cap au niveau des relations avec l'administration, la dématérialisation, l'informatisation de notre profession. Donc on a toujours passé le cap avec succès. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est plus l'appréhension du risque, parce qu'on n'est pas formé à gérer de projets, on n'est pas formé à définir une stratégie claire. Et c'est ça qui peut bloquer et qui peut poser des difficultés pour les confrères. On va voir que vous vous êtes mis en gestion de projet avec une stratégie qui était claire. Alors, comment tout ça démarre dans vos structures respectives? Quel est le constat que vous avez fait les uns les autres pour vous engager dans la voie du numérique, et c'était quand? Laurent, vous par exemple. Alors nous, ça a commencé, j'étais dans un avion, je revenais d'une assemblée générale avec un de mes associés. Et nous nous sommes mis à rédiger le plan stratégique du cabinet, puisque nous avions notre associé historique qui partait en retraite. Et on se retrouvait tous les deux aux commandes du cabinet avec quelques inquiétudes. Donc on s'est dit, on va mettre en place un plan stratégique. Et notre plan stratégique, tout est parti d'une phrase où nous avons commencé à dire que nous ne sommes plus un cabinet d'expertise comptable qui fait de la prestation de service, mais une société de prestation de services qui vend l'expertise comptable. Et à partir de ce moment-là, la notion de prestation de service, d'entreprise, a fait qu'on a eu un changement de démarche, et puis les choses se sont faites assez rapidement, mais progressivement, naturellement. C'était quand ce retour en avion où vous écrivez ça noir sur blanc? C'était sur un vol, on revenait du AG, ça fait très... Oui, non, mais en quelle année? 2013. En 2013, d'accord. Donc on est 4 ans plus tard. Voilà. Et donc on a commencé à vouloir donner à nos salariés, on voulait qu'ils aient l'esprit Internet. Donc on a commencé à essayer d'imaginer comment trouver quelque chose de pédagogique pour que nos salariés aient ce qu'on appelle l'esprit Internet, c'est-à-dire avoir un comportement qui conditionne leur relation avec le client, qui soit un comportement comme celui que pourrait avoir Internet, tout en liant l'humain et l'Internet. Oui, d'accord, c'est ça. Ouais. On va y revenir, mais répondre comme peut répondre Internet, mais de façon humaine, avec les collaborateurs. Vos prises de conscience, vous messieurs, c'est quand? Moi, c'est dès le début, puisqu'en fait, j'ai créé mon cabinet en 2007, après une expérience dans différents cabinets internationaux et régionaux. Et je me suis lancé en 2007, après une première expérience au sein des institutions jeunes de la profession que sont l'Annexe et le CGEC. Je m'étais engagé très tôt dans la profession, j'ai toujours souhaité m'engager, et j'ai tenté d'allier cet intérêt pour la profession d'une part et pour mes clients à distance, puisque ces fonctions faisaient que j'étais assez fréquemment en déplacement. Et donc je cherchais des solutions innovantes me permettant de travailler en ligne, de m'affranchir en fait de l'aspect papier basique entre guillemets de documentaire, et me permettre d'optimiser un petit peu le temps de mes collaborateurs, ces collaborateurs que j'allais devoir recruter, puisque je suis parti de zéro en créant mon cabinet. Et du coup, au fil de l'eau, je suis resté un petit peu en veille sur les différents outils de la profession. J'ai essayé beaucoup de choses en 10 ans, puisqu'entre 2007 et aujourd'hui, les technologies ont changé, les outils ont changé, et je suis surtout parti du principe qu'on ne peut pas aujourd'hui se dire qu'on aura un outil qui fera 5 ou 7 ans dans le cabinet. Donc je suis en mode en veille permanente, et on essaye de nouvelles choses, on met en production de nouvelles choses, partant du constat que finalement il faut être agile aujourd'hui, que c'est ce que nous demandent nos clients, en quasi temps réel, et ce n'était pas l'objectif d'un bilan. Je vous rappelle que quand on sort un bilan, c'est souvent en avril ou en mai de l'année écoulée, et que quand on veut donner du conseil pertinent à son client sur l'année écoulée et sur l'année à venir en termes de budget, c'est quand même compliqué quand on a laissé passer un semestre. Donc on a cherché des outils pertinents pour être le plus en temps réel possible et à distance. Parce que les uns les autres, vous sentiez que les attentes des clients étaient différentes vis-à-vis de l'expert comptable? Ils demandaient plus de réactivité, plus de vitesse, d'avoir dans la poche... C'est un changement de comportement total.
on voit que la révolution, alors on parle beaucoup de révolution numérique, c'est plus pour moi une révolution informationnelle, parce qu'on a beaucoup plus d'informations au quotidien en tant que particulier, on se lève avec notre smartphone, on se couche avec notre smartphone, et on a des comportements d'achat en termes de particuliers qui ont totalement évolué. Et en tant que chef d'entreprise, on a du mal à comprendre qu'on a de l'information qui est produite par nos fournisseurs, nos prestataires de particuliers, et qu'on n'a pas une information fluide de la part de nos fournisseurs et de nos prestataires professionnels. Et donc c'est un comportement d'achat qui évolue, et il faut vraiment, c'est l'écoute client, et c'est le changement de comportement plutôt au niveau des chefs d'entreprise. Alors, avant que vous nous disiez les uns les autres les étapes que vous avez suivies, est-ce que ça veut dire que le recours au numérique induit finalement de renoncer dans les cabinets à une part d'activités traditionnelles, genre la tenue, enfin des choses qui étaient des tâches peut-être à faible valeur ajoutée par rapport au conseil et à l'expertise? Est-ce que ça veut dire on ne fait plus ces tâches-là et on se ressent uniquement, ou est-ce qu'on les garde un petit peu? Alors, moi je réponds pour la typologie de notre cabinet. 75% de nos clients nous ont la tenue. Donc il me paraissait impossible et inconcevable d'abandonner la tenue. Notre démarche, elle est plutôt de vouloir même plutôt la valoriser, de mettre des outils pour pouvoir gérer les flux, parce que nous partons du principe que la tenue, c'est autre chose aussi que de saisir une facture, c'est saisir de la donnée, c'est récupérer de la donnée, c'est traiter de la donnée. Et je pense que nous avons les hommes pour pouvoir faire ça, et donc tout notre concept c'est construit autour de ça, hein, vraiment gestion de la donnée, gestion des flux, et la tenue fait partie de ça. Qu'est-ce que vous faites à Complice, puisque c'est le nom de votre cabinet, Denis? Vous êtes recentré conseil, expertise, en lâchant des tâches traditionnelles, en les automatisant à fond? La question de savoir s'il faut abandonner la tenue est une question de stratégie de cabinet et de positionnement. Nous, on réalise, comme Laurent, des missions traditionnelles. J'ai des missions de tenue quasiment exclusivement aujourd'hui au cabinet. La question de l'abandon de la tenue, c'est plus en termes de mode de production. On a cherché des outils nous permettant de largement faciliter la vie de nos collaboratrices et collaborateurs, faciliter la vie de nos clients également en termes d'acquisition, parce que je rejoins ce qu'évoque Laurent. Aujourd'hui, l'expert comptable est au cœur des flux. Il a une mission basique, première, qui est de produire un bilan. Pour produire un bilan et produire du temps réel qu'attendent les clients, il faut quand même une matière première. Donc sans tenue, sans modalité d'acquisition documentaire, qu'il s'agisse de tenue manuelle ou de tenue automatisée, on aura du mal à faire un bilan pertinent. Donc nous, on a abandonné la tenue au sens où je n'ai pas un document papier au cabinet qui soit enregistré manuellement par mes collaboratrices ou collaborateurs. Intégralement, tous nos documents aujourd'hui sont dématérialisés et automatisés et intègrent le process comptable. Donc on a abandonné la tenue dans ce sens en termes de mode de production, mais en termes de missions et de normes professionnelles, on a toujours les missions de tenue aujourd'hui. On a juste organisé différemment la tenue pour nous focaliser pour nos collaborateurs sur un autre service client sans aucun doute. Maintenant, on veut dire que tous mes collaboratrices et collaborateurs au cabinet font du conseil. Ça suppose de les former et d'avoir une autre stratégie de cabinet. Quand on a un cabinet classique comme le mien ou comme celui de Laurent, on organise nos outils différemment de façon à permettre de mieux produire, mais ce n'est pas pour autant qu'on change la modalité de mission. D'accord. Alors, oui, Yann, vous vouliez rajouter quelque chose Oui, en fait, sur une gestion de projet comme la nôtre, on a totalement banni la partie saisie ou tenue de compte. Étant donné qu'on est parti d'une feuille blanche, avec une équipe dédiée et une gestion de projet totalement agile, on est parti plutôt sur le flux, sur les flux et sur la relation client. Donc on change totalement d'univers, on change de business model. Alors on va s'intéresser à ce que vous avez fait, Yann. Donc la compagnie fiduciaire décide, voilà 4 ans, finalement, de créer le cabinet du futur, c'est ça, 100% digital, et à partir de ce moment-là, met des moyens, parce qu'on est évidemment sur un gros cabinet, enfin une grosse structure, mais des moyens humains, dédie une équipe, et là vous vous mettez en mode gestion de projet. Alors c'est toute la difficulté des grands cabinets ou des cabinets structurés, parce qu'on a beaucoup moins d'agilité que les petits cabinets. En fait, majoritairement dans la profession, on est quand même des libéraux qui travaillent avec 1-2 associés et des collaborateurs. Donc moi j'ai une difficulté à gérer, c'est pouvoir convaincre mes associés et pouvoir convaincre aujourd'hui la totalité des collaborateurs à utiliser les outils numériques d'aujourd'hui. Donc c'est une difficulté particulière.
Donc on a été obligé de sortir du carcan du cabinet traditionnel, de gérer en gestion de projet à partir d'une feuille blanche, dans une salle quasiment dédiée. Et avec comme une start-up, quoi, finalement. On s'est mis en mode start-up. D'ailleurs, on a été filiale du groupe, on s'est mis totalement en mode start-up, avec du personnel qui ne provenait même pas du cabinet. C'est-à-dire qu'en tant que chef de projet, je ne me voyais pas aller chercher des ressources internes, parce que même les ressources internes, vous en avez qui sont très favorables au projet, donc qui vont pousser au niveau interne, mais ce n'est pas pour autant que vous allez les récupérer dans le process. Alors vous avez votre équipe, vous avez vos locaux, votre salle blanche presque, et à partir de là, vous faites quoi alors? On réfléchit. On réfléchit et on fait du benchmark, on va voir ce qui se passe à l'étranger, parce que généralement, les étrangers, les anglo-saxons, ils sont meilleurs. Donc on est allé fliquer un peu tout ce qui se passe à l'étranger. On avait ce matin quelqu'un qui nous disait qu'il fallait copier. On est allé voir un peu ce qui se passait dans nos professions, plutôt aux États-Unis, en Angleterre et en Allemagne. Et ça pendant combien de temps? C'est en mode projet, donc on fait de la veille sur Internet, on va récupérer, on fait des synthèses, on essaie de réfléchir, et on voit qu'il y a quelque chose à faire aussi sur le métier en France, sur la profession, sur la base de ce qui peut se faire à l'étranger. Donc vous avez avancé comme cela. Qu'est-ce que vous avez vu émerger? Des nouveaux métiers, des nouveaux services? On consulte, non, on se rend compte que au niveau des outils, on est pas mal. On a une réglementation qui est forte, qu'il faut suivre. Donc il faut malgré tout un garde-corps ou un maître des lieux qui gère un peu le projet. Mais il faut avoir des idées nouvelles. On parlait ce matin d'un shadow cabinet. C'est totalement ça. Je suis allé chercher des ressources en marketing, des ressources en commerce, des ressources en innovation, des ressources en RH, pour que chacun puisse mettre leur brique sur le projet et pour avoir un projet totalement innovant avec des idées nouvelles. Et c'est globalement ça qui permet la réussite d'un projet. Alors, sacomptepourmoi.com, c'est quoi? C'est devenu quoi? Et ça propose quoi? Alors, c'est tout simplement, c'est un cabinet d'expertise comptable en ligne. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est plutôt de la conquête de marché sur une stratégie d'innovation basée sur la stratégie des flux, sur un marché qui est globalement l'essentiel du marché du professionnel de l'expertise comptable en France, c'est-à-dire la TPE, l'artisan commerçant de 1 à 5 salariés. Donc on a ciblé, donc on parlait d'un périmètre stratégique ce matin, on est vraiment sur un périmètre bien défini, avec une mission bien définie, d'accord, une mission d'expertise comptable de présentation des comptes, à laquelle on a agrégé des briques de missions complémentaires. Voilà. Vous êtes concurrent de tous les gens qui sont dans la salle. On est inscrit à l'ordre, on subit un contrôle qualité en ce moment qui se passe très bien, et donc il n'y a aucun problème. Les bilans qui sortent du cabinet sont totalement attestés de la manière appropriée. Qu'est-ce que disent les clients? Quels sont les retours clients? Alors, parce que ça peut surprendre quand même. Il y a toujours on ne peut pas être 100% digital et 100% humain à la fois. La particularité, c'est qu'on va demander aux clients de nous noter, de nous qualifier. On fait des enquêtes de satisfaction client dès la sortie d'un livrable. On demande aux clients de nous donner quasiment une appréciation, et on fait des enquêtes de satisfaction tous les 6 mois. Alors on me dirait enquête de satisfaction, si vous avez subi ou si vous faites un process ISO, de certification ISO, on se base sur la satisfaction des clients. Donc quelque chose qui change aussi dans notre modèle, c'est quasiment demander systématiquement à notre client la qualité de la prestation rendue. Alors, dès la livraison, et ensuite tous les 6 mois de manière assez récurrente. Et ça, c'est ce qui vous fait avancer aussi, parce que le client est attaché à son avis. On parlait d'Uber, où vous notez la prestation, c'est un peu pareil. Quelles sont les prestations que j'aimerais avoir en plus? Qu'est-ce qui vous a gêné dans la prestation rendue aujourd'hui? Et qu'est-ce qui me ferait aller plus loin? Et c'est ce que le client veut. Le client, il veut aller plus loin avec la prestation, en fait. D'accord, donc on s'aperçoit que ça ne le freine pas, au contraire, il demande plus. Et c'est toute la relation client client qui est totalement changeante. Et l'humanisation de la relation client, on parle de le virtuel, c'est totalement déshumanisant. Oui. Et au contraire, on n'a jamais été autant en relation avec un client par le numérique et par les plateformes numériques. Vous l'êtes comment?
Alors, je vais dire globalement, un des fondamentaux de Mark Zuckerberg de Facebook, c'est les points de contact. Il faut multiplier les points de contact entre le client et le cabinet. C'est ce qu'on fait aujourd'hui en cabinet traditionnel, en essayant de l'appeler, de le voir, de le rencontrer 1, 2 fois, 3 fois par an, avec des réunions clients, avec des mailings ou autres. Et là, le point de contact entre le client et le cabinet, ça va être le portail, c'est l'espace client. L'espace client, c'est l'espace de vie et de relation entre le client et le cabinet. Et aujourd'hui, c'est là où il doit se connecter le maximum de fois par jour pour être en contact avec vous. Et c'est là ensuite où le lien de dépendance client-cabinet, et c'est là ensuite où vous pourrez lui fournir des prestations complémentaires, du conseil et des services additionnels. Alors, c'était ça-compte-pour-moi.com, c'était quand même un satellite de la compagnie fiduciaire. Est-ce que vous avez dupliqué certaines des solutions, certaines des choses que vous avez trouvées en cabinet traditionnel? C'est la totale, c'est la transformation numérique du cabinet. Compagnie fiduciaire, on a plus de facilité à dupliquer une start-up de 20 collaborateurs, de 20 personnes dans le numérique, en plus qui partent d'une page blanche des digital natives, alors que sur compagnie fiduciaire cabinet traditionnel, on est environ 550 et on aura du mal à passer. Et le succès de Ça compte pour moi en termes de clients, en termes de réussite de projet et de réussite de satisfaction, je dirais globale, ça a permis à l'ensemble des collaborateurs de vivre une transformation numérique et de pouvoir y participer d'une manière secondaire. Et aujourd'hui, on est en train de transférer un peu globalement les outils métiers et les best practices de Ça compte pour moi sur compagnie fiduciaire, ce qui fait qu'on migre en douceur compagnie fiduciaire dans le numérique au travers des outils utilisés et réussis par Ça compte pour moi. Ça se passe bien, cette duplication? Ça prend toujours un peu de temps, ouais, et oui. il y a toujours beaucoup de pédagogie à faire, donc il y a beaucoup de patience. De toute façon, une des moteurs, c'est la patience dans la réussite des projets. Il faut être patient pour atteindre le seuil de rentabilité. Il faut être patient ensuite pour basculer sur la réussite totale du projet pour un groupe de 500 personnes. Oui, alors ça, c'était un grand projet. D'ailleurs, on l'a vu dans l'exposé ce matin de Frédéric Fréry, vous apparaissiez. Ça compte pour moi, faisait partie des marques qui sont apparues sur les slides. Je me tourne vers vous, Denis. Donc, autre taille de cabinet. Quelles sont, vous, les étapes que vous avez suivies pour introduire plus de numérique dans vos pratiques? Je pense que tout démarre d'ailleurs par un état des lieux. Exactement, tout démarre par un état des lieux. L'objectif que nous avions était, avec mon associé, de comprendre quelles étaient les différentes étapes de production du bilan, puisque une fois encore, on reste quand même sur une matière première qui reste un produit d'appel pour faire du conseil ou d'autres typologies de missions. Et notre grande question était de savoir comment on produisait cette information. Et donc on a découpé en fait au cabinet, à l'issue de réflexions certes du cabinet, mais également de mon syndicat professionnel, puisque je suis très investi et ça me permet de beaucoup échanger, de collaborer et de partager en fait avec tous. Et donc c'est notamment au sein de ces manifestations, réunions et salons où j'ai pu partager un peu, comprendre qu'en fait notre production de bilan se découpait en 3 étapes. Acquisition, traitement, restitution. Le traitement, ce n'est pas notre boulot, c'est le logiciel qui le fait. Débit, crédit, qu'on ait un outil qui soit vert, qui soit bleu, qui soit rouge du marché de la profession. Globalement, sortir un bilan, tout le monde arrive à peu près à le faire. On s'est rendu compte qu'on avait par contre une action importante à faire sur l'acquisition documentaire. Et que là où on perd le plus de temps aujourd'hui dans un cabinet, c'est à récupérer la pièce et à comprendre comment, pour chacun de nos clients quasiment, on les récupère. J'ai fait l'état des lieux du cabinet. On s'est rendu compte qu'on avait des clients qui passaient, d'autres qui nous envoyaient par une Dropbox, un troisième qui avait un Google Drive, un autre qui avait un serveur FTP, il fallait qu'on aille se connecter dessus pour les récupérer. Chacun faisait un petit peu comme il voulait. Partant du principe que l'email n'est pas là pour véhiculer en fait un document, l'email c'est une enveloppe, donc une enveloppe c'est un message, c'est pas Chronopost, hein, c'est juste un message. Donc quand un client m'envoie des pièces comptables par email, on rejette, estimant que ce n'est pas le véhicule. Ouais. Il n'y a pas de sécurisation. Il n'y a pas de sécurisation, il n'y a pas de process pour le cabinet. J'ai un collaborateur qui est absent, pendant 3 semaines, son dossier n'est pas traité. Donc le transfert des pièces, l'acquisition des pièces aujourd'hui au cabinet a été très standardisé, ce qui permet notamment, dans une profession certes attractive et qui devrait l'être encore plus suite à l'action de nos élus qui s'engagent pour mettre en avant les intérêts de la profession. Néanmoins, on a quand même de gros problèmes de recrutement dans cette profession. Et sur la ville où j'exerce à Paris, un turnover significatif. Donc, souhaitant combiner un petit peu et des process qui étaient très variés, des collaborateurs qui étaient changeants, des clients qui n'étaient pas standardisés dans leur approche de récupération, on a
d'abord commencer par standardiser la récupération de pièces comptables pour nous permettre d'avoir un seul et même process, qu'on récupère effectivement des pièces d'un client, alors par un mail désormais, puisqu'en fait on a un outil de récupération à une adresse mail dédiée, par des répertoires partagés qui sont régulièrement en fait screenés. Mais c'est des outils qui existent déjà ou ce sont des outils du marché que nous sommes allés chercher parce qu'on était en veille. Comme on est arrivé assez tôt auprès de nos éditeurs, on a pu leur demander de revoir un petit peu leur copie et de s'adapter à notre profession, l'expertise comptable. Et du coup, au gré de l'évolution de nos clients, eux-mêmes ont amélioré leurs outils pour aller récupérer des pièces un peu partout, qu'il s'agisse de sites internet des grands faiseurs que sont Orange, et, enfin des télécoms, de l'EDF, etc. Donc aujourd'hui, on a un outil qui nous permet de récupérer des factures, soit sur les répertoires partagés, soit par l'envoi d'un email automatique ou non que font nos clients, soit par le papier tout simplement. Donc notre client envoie par la poste à notre partenaire qui numérise et qui nous les transmet directement dans le système, ou bien le client lui-même a des répertoires qui sont scannés. D'accord, donc ça, il y a une voilà, standardisation de la répercussion. Sécuriser en fait l'acquisition documentaire. Le traitement, une fois encore, c'est notre éditeur qui s'en occupe. On a cherché un auditeur qui était relativement ouvert, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Aujourd'hui, on a des éditeurs qui sont très fermés, qui imposent leurs outils. Nous, on a fait le choix d'un partenaire ouvert dès 2007 et en ligne, parce qu'une fois encore, j'étais fréquemment en déplacement et j'avais une ambition de trouver un outil accessible en ligne. Donc cet outil récupère les informations qu'on lui donne, les traite et ensuite nous les restitue. Et donc l'ambition que nous avions également pour les clients, pour qu'ils aient un peu de cette part de valeur ajoutée, nous a permis de partager avec des outils de tableau de bord simples et connectés la donnée que nous leur transmettions grâce à une restitution facilitée, puisque une fois encore un outil plus ouvert. Mais le message aujourd'hui est le plus important parce que je suis un tout petit cabinet, vous le rappeliez, j'ai 3 collaborateurs, un associé, on est un petit peu atypique, j'ai un associé qui fait des missions particulières, mais surtout, on est parti du constat qu'on avait une chance folle en 2007 quand on s'est lancé, c'est que les outils aujourd'hui du numérique permettent finalement de se lancer à moindre coût. J'étais à Marseille il y a 3 jours, animé cette même type de table ronde sur la transition auprès de nos confrères marseillais. J'ai rencontré un confrère qui avait 65 ans, qui lorsqu'il avait pour ambition d'investir dans un serveur en 60-65, ça coûtait à peu près le prix d'une voiture. Donc quand il allait voir son banquier pour investir, le choix était de savoir s'il faisait un prêt à la consommation pour son véhicule ou pour investir pour son cabinet très très lourdement. Un PC portable était plutôt transportable que portable et coûtait également plusieurs mois de salaire d'un collaborateur. Aujourd'hui, on a une chance phénoménale, vous avez des outils en ligne qui permettent de ne consommer qu'à l'usage. Donc plutôt que d'avoir un serveur chez vous, de le sécuriser et de devoir le paramétrer, vous louez cette compétence à OVH pour les Français, Amazon Web Services pour profiter des serveurs américains. Oui, mais il faut connaître tout ça, il faut savoir où aller les chercher, ces outils. Les outils aujourd'hui sont beaucoup plus interconnectés, beaucoup plus simples. Moi j'ai eu une chance, effectivement, c'est que restant en veille, j'ai pris des outils qui étaient déjà interconnectés. Aujourd'hui, la force des outils web, c'est que ce sont eux qui se donnent du mal pour s'interconnecter. Auparavant, effectivement, il fallait un directeur informatique qui allait faire parler les différents systèmes, qui vous les proposait en location ou à la vente, bien souvent à la vente, et qui vous vendait des journées hommes phénoménales pour faire parler les systèmes. Aujourd'hui, vous prenez une Dropbox, vous la connectez en 2 secondes à votre téléphone portable, ce qui fait que toutes vos photos sont déjà automatiquement sauvegardées. C'est pareil pour la compta. Les systèmes aujourd'hui sont des systèmes interopérables. En tout cas, je milite pour que nos systèmes soient interopérés. Mais il y a des outils qui se ressemblent. Comment je choisis celui-là plutôt que celui-là Alors, le choix de l'outil, après, est plutôt lié à des usages de chacun, à des choix stratégiques du cabinet, une fois encore, et à la capacité ou non de nos éditeurs de se parler. Si on a fait le choix d'un éditeur qui était plutôt fermé, c'est vite vu. On prend les siens, on est encapsulé. Il a des solutions qui sont pas... qui font le travail également, mais on n'a pas un choix phénoménal. Moi, j'ai fait le choix d'avoir des outils qui étaient plutôt ouverts et interopérés, me permettant de prendre à chaque fois le meilleur. C'est un petit peu comme Rolls-Royce, qui a fait le choix d'arrêter de faire un moteur et d'arrêter de faire du cuir, en préférant aller se fournir chez Connolly pour le cuir et chez BM pour le moteur, en se disant que son travail était de trouver les meilleurs et de les faire se communiquer. C'est le choix de la profession, enfin de mon cabinet aujourd'hui, et c'est un choix qui est facilité grâce au web, parce que tout s'interconnecte aujourd'hui, s'interopère. Et c'est pas très cher, vous nous dites. Et c'est surtout pas coûteux, c'est que j'ai pas investi très, très lourdement, j'ai investi beaucoup de montants, ça c'est un autre sujet, mais dans mon cabinet, quand j'y passe, mais c'est surtout beaucoup moins coûteux. Une fois encore, les serveurs, on loue une bande passante, on loue une capacité, ça coûte quelques euros par mois, ou quelques centaines au pire pour ceux qui ont beaucoup de trafic. C'est beaucoup moins coûteux que des dizaines de milliers d'euros pour un serveur et beaucoup moins cher que de l'infogérance avec un informaticien. Vous êtes passé par une phase de test, évidemment. Oui.
On a testé d'abord sur 6 mois en fait, une partie de nos dossiers, on a vu si ça se passait plutôt bien, on a été satisfait et on a migré l'ensemble du cabinet en 0 papier, donc en numérique et non pas en digital, puisqu'en fait je fais la différence entre les deux. C'est quoi la différence, différence sémantique entre numérique et digital? Le numérique pour moi c'est une première étape qui est d'être capable de se dire qu'on arrive à gérer du 0 papier, à acquérir facilement grâce à des outils de numérisation ou eux-mêmes sur le web, du document, à le traiter de façon automatique. Le digital, pour moi, c'est l'étape d'après, c'est celle qu'a très bien faite Yann, qui est de traiter de façon globale la relation client, la vie de son produit et les interactions du système. Donc la première étape pour moi est celle de numérique, qui n'est pas compliquée aujourd'hui. Les outils sont nombreux, une fois encore. Le coût d'acquisition est quasiment nul. La phase de test n'est pas très compliquée. Le plus compliqué aujourd'hui, c'est la duplication, enfin la réplication sur l'ensemble de la base du cabinet. Je l'ai fait il y a quelques temps, donc c'est vrai que j'avais peu de clients, mais on a migré 100% du parc du cabinet en moins de 6 mois et on l'a complètement industrialisé. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, chaque nouveau client du cabinet rentre dans le même process de production, ce qui simplifie la vie de mes collaborateurs. Alors, vous parliez de la taille, je reviens encore à la taille de votre cabinet, mais est-ce que la transformation numérique, elle doit forcément générer des impacts chez les collaborateurs, sur la gestion du personnel, sur l'évolution des collaborateurs? Parce que les tâches changent et... Il y a des impacts évidents qui sont la remise en cause de leur travail. C'est que pour beaucoup de nos collaboratrices et collaborateurs qui sont habitués à saisir, on leur a retiré cette tâche aujourd'hui au cabinet et on le vit encore aujourd'hui. Ils cherchent à se rassurer par des tout petits dossiers, à tenter de retrouver ce confort du débit-crédit et de la saisie parce qu'ils maîtrisent, ils ont été formés à cela et pour beaucoup l'ont fait pendant des années. Leur dire qu'on le retire et qu'un robot le fait à leur place, ça suppose quand même une remise en cause de leur poste à moyen terme et du contrôle de cette tâche qui a été faite par un robot. J'ai la faiblesse de penser qu'un robot, s'il doit faire des erreurs, il fait toujours la même. Quand un collaborateur, quand il veut en faire une, c'est beaucoup plus aléatoire et donc beaucoup plus compliqué à contrôler pour moi. Donc, on a une phase d'apprentissage pour nos collaborateurs qui était d'intégrer en fait ces outils, se rendre compte de l'intérêt pour elles et pour eux en termes de productivité et d'intérêt du travail. C'est que se soulageant d'un travail pas très passionnant de saisie pure, on leur a demandé de passer plus de temps auprès des clients. Pas tant pour faire du conseil, parce que j'ai la faiblesse de penser que tous nos collaborateurs ne sont pas forcément formés à faire du conseil, mais par contre, on leur a demandé de passer plus de temps auprès de nos clients, d'avoir une approche client bien plus renforcée, et je rejoins Yann là-dessus. Le digital aujourd'hui est une capacité pour nous d'être beaucoup plus proche de nos clients, d'être plus dans une relation quasiment quotidienne parce que les modes de connexion sont nombreux. Je ne vois quasiment plus aucun client aujourd'hui. Je les vois au travers d'un écran Skype parce que mes clients sont à Paris, en province, à l'étranger, sont un peu partout et moi-même je me promène souvent. Donc je ne vois pas physiquement mes clients mais on est beaucoup plus en contact. Et le client est beaucoup plus heureux d'une relation quasiment instantanée qu'une relation formalisée avec une prise de rendez-vous 3 semaines à l'avance en fait. Donc ce qu'ils apprécient aussi aux clients, au cabinet, c'est que nos outils permettent un mode de communication plus fluide et plus régulier, et donc des missions différentes. Vous comptez aller encore plus loin ou j'ai fait une première étape une fois encore que le numérique, et je reste dans une étape importante qui nous attend aujourd'hui, qui est le digital, qui est de gérer un peu plus fortement notre relation client avec d'autres touchpoints qu'évoquait très justement Yann, nous permettant d'avoir une relation plus fluide de la prise de prospects jusqu'à la signature du document, du lettre de mission d'une part, et la remise d'un bilan, effectivement. Il nous reste encore une belle étape. D'accord. Le troisième témoignage, celui de Laurent, vous avez déjà commencé à en parler, Laurent. Vous avez commencé par dire aux collaborateurs, essayez d'avoir l'esprit Internet, tout en restant humain. Bon, pour l'instant, c'est une toute petite marche, ça, la première. Alors déjà, moi, je me sens un peu un papy à côté de mes deux co-intervenants, parce que nous, on travaillait dans un cabinet, on travaille dans un cabinet qui est ancien, puisqu'il datait de 79. Donc on a du personnel. Quoi, on n'arrivait pas. Une soixantaine de collaborateurs Une centaine de collaborateurs. Déjà. Mais j'avais minoré les implantations si je minore la taille aussi. Ouais, à chaque fois. Donc en fait, nous, notre problématique, elle était déjà on ne pouvait pas partir d'une page blanche, ce qu'ont pu faire mes deux co-intervenants. La première chose que nous avons faite, nous, on a pris le problème un petit peu différemment. C'est qu'on a mis non pas le cabinet au cœur du process, mais on a ramené le client au cœur de notre process. Notre première idée a été de dire, nous avons des clients TPE de 0 à 5 salariés, je ne sais plus combien tu disais, 1 à 5, enfin 0 à 5. Et nous nous sommes dit, on travaille beaucoup pour des artisans, professions libérales. Fut un temps, c'était la conjointe qui s'occupait de tous les flux administratifs.
Et cette compagne aujourd'hui, alors l'artisan ou le commerçant ou la professionnelle libérale, il changera de compagne plusieurs fois dans sa vie. Il n'a pas obligatoirement envie de donner tous ses papiers à sa compagne, sa future ex. Ça, c'est plus, pour le dire un peu plus crûment. C'est une évolution, oui. Mais il faut quand même comprendre aussi les femmes de ces indépendants ont quand même aussi à travailler. Voilà, c'est ça, travailler, avoir une vie, et donc ne pas avoir envie de recommencer à s'occuper des papiers le soir. Donc nous, on a voulu créer un système qui soit un facilitateur de la gestion de tous ces flux, qui était géré par d'autres personnes éventuellement que l'artisan par le passé, ou surtout qui n'a pas envie de gérer. Donc nous, le travail collaboratif où on va tout redonner au client, on s'est dit on va prendre le problème à l'envers, on va le ramener et on va le piloter par le cabinet et aider le client et être un facilitateur pour aider le client à gérer tout ça. Donc après, il a fallu donc avoir une campagne de communication aux collaborateurs en leur expliquant. Oui, c'est ça, il faut parler en interne. Voilà, cet esprit Internet, c'est pour rejoindre ce que vous disiez. Et donc du coup, on a commencé à dire, mais déjà faire observer à nos collaborateurs que ce n'est pas nos clients qui ont évolué, ce n'est pas le cabinet, ce n'est pas la direction du cabinet qui a évolué, c'est le monde dans lequel ils vivent. Et de leur faire admettre qu'aujourd'hui, ils font tous leurs courses sur le drive et que les caissières, comme on avait dans le temps, à taper des étiquettes qui étaient pré-imprimées, c'est terminé. Il y a des caisses automatiques. Voilà, et avec des caisses automatiques aujourd'hui. Et pour autant, nous, ce que nous voulions, c'était maintenir l'humain et l'intervention humaine. Donc ce pilotage… Oui, c'est ça, vous dites tous les trois la même chose. Hein. Oui. Le digital ne tue pas l'humain. Non, absolument pas. Et le digital ne fait pas tout. Le digital ne fait pas tout. Nous, on a voulu que ce ne soit qu'un véhicule finalement. Souvent, je prends comme image qu'on a passé nos permis de conduire. Alors moi qui suis un ancien, j'avais le starter dans la voiture. Pour peu il fallait savoir le doser parce que j'ai une Renault en plus. Hein, donc voilà, c'était pas toujours très simple à nous faire gérer. croire que vous aviez la manivelle devant. Les fenêtres, la manivelle, pas de GPS. Bon, aujourd'hui, les voitures sont équipées de GPS, elles sont équipées même de connectiques. Hein, ce sont des devices. Enfin bon, voilà. Et donc du coup, et pour autant, on n'a pas repassé notre permis de conduire. Et donc c'est ça que j'ai expliqué aux collaborateurs, c'est qu'ils n'allaient pas devoir réapprendre à travailler. C'est juste le véhicule qu'ils utilisent qui change. Et donc, ils travaillent sur un véhicule qui est plus connecté, plus moderne, mais c'est vers ça qu'on a voulu les emmener. Voilà. Et toute notre démarche s'est faite là-dessus, en les faisant intervenir, puisque nous, on les a mobilisés. Donc, on est allé mobiliser les forces, que ce soit RH, que ce soit juridique, que ce soit comptable. On a réuni autour de la table et on a créé une communauté. Et on a réuni autour de la table non seulement nos clients, mais les salariés de nos clients, les salariés du cabinet, les experts comptables, et pour tout ça, pour essayer de faire un outil qui permette de mieux communiquer tous ensemble. Alors, on va parler de l'outil, mais sans faire d'angélisme. Il y a eu adhésion très forte. Ouais. Globalement, un très bon tour. Sinon, on ne se serait pas jeté à l'eau, parce que bon, ça coûte un peu d'argent quand même. Donc, il y a eu une forte adhésion, et notamment dans cette démarche communautaire, de voir les salariés pris en compte, les salariés de nos clients pris en compte, parce qu'on part du principe qu'un salarié, c'est un flux, voir les salariés pris en compte, ça a remporté une adhésion assez importante. Alors, ensuite, l'étape suivante, c'était quoi ? Alors, l'étape suivante, c'est une fois qu'on a imaginé le concept, c'était d'avoir un certain nombre d'outils qui puissent répondre aux clients. Quand les clients nous posent des questions, que ce soit par téléphone, par mail, parce que nous, on est resté très traditionnel. Oui, ils veulent des réponses immédiates. Ils veulent une réponse immédiate et ils veulent être envoyés dans un tunnel quand ils posent une question en gestion de patrimoine, en financement. Donc, on s'est rapproché de différents partenaires de façon à pouvoir proposer une gamme de partenaires que nous avons sélectionnés via la communauté.
Et donc, du coup, pour pouvoir orienter les différents les clients, les différentes questions vers les partenaires. Je dis les clients, mais pas obligatoirement les clients. Les salariés des clients peuvent voir par exemple la renégociation de leurs emprunts. C'est-à-dire on parle de la difficulté de recruter. Lorsque, moi je dis à un artisan, tu recrutes ton gars, tu lui demandes où il en est dans le paiement de sa maison et on va accompagner le salarié de notre client à aller renégocier son crédit. Le salarié, il est à peine arrivé chez son nouvel employeur, il a déjà gagné 8 ou 10 000 euros sur la durée de son crédit. C'est quand même assez... et ça coûte Donc pas il y a cher. une communauté de partenaires maintenant. Une communauté de partenaires, oui, tout à fait. Que vous avez choisi. Que nous avons sélectionné. Et aujourd'hui, mais tout ça, c'est sécurisé parce qu'on a l'impression que si les données, les datas partent à droite à gauche, non, alors que le cabinet, on savait où on allait. Les données partent pas plus qu'avant parce que c'est exactement la même chose qu'avant. Comme je le redis tout à l'heure, c'est juste le véhicule qui a changé. Hein. Donc les données, on les a toujours au cabinet et elles sont sécurisées toujours de la même façon. D'accord. Le projet, l'innovation s'appelle e-collaboratrice. E-collaboratrice, tout à fait. Pourquoi ? Parce que, oui, alors, parce que ça manquait de féminité autour de la table. Et donc, du coup, j'ai dit qu'il fallait assumer sa féminité. Pourquoi c'est parti ? Parce que, en fait, bon, nous sommes dans un cabinet. On n'a pas pu aller observer ce qui se passait à l'étranger parce qu'on est loin de l'étranger. Quand on est à Brest, on est loin de tout. Et nous avons un cabinet à forte concentration féminine. On a un cabinet à forte concentration féminine. Et donc, la première étape que nous avions prise, c'était de créer juste une boîte mail qui était une boîte mail à la disposition des clients pour qu'ils contactent leurs collaboratrices. Donc, en fait, cette boîte mail, on l'avait baptisée e-collaboratrice. Voilà, donc c'était e-collaboratrice@cba29.fr qui était l'extension du cabinet. D'accord. Et le client, il écrivait à cette boîte mail, il écrivait à une collaboratrice qui était un avatar. Donc ensuite, on lui a donné une image. Hein, donc, on lui a donné un visage, un avatar. Et aujourd'hui, cet avatar, il est même décliné, puisqu'on fait même, à l'appui d'une autre start-up avec qui nous travaillons, une salle d'attente connectée, ce qui fait que le client, parce que nous, on reçoit les clients, le client, quand il vient au cabinet, il est pris en charge avec une tablette dans la salle d'attente, et on gère l'attente, et on lui fait préparer, on le fait participer, même dans la salle d'attente, à la préparation de son dossier. Et il vient un avatar. Pas des films ou non, non, c'est un avatar qui pose des questions, qui peut amener. Parce qu'on part du principe que nos clients, qui sont des petits artisans, si on leur dit vous allez aller faire vous avez besoin d'un conseiller en gestion de patrimoine, ou est-ce que vous avez besoin d'un conseiller en gestion de patrimoine, le client bien sûr il va nous dire non, ça c'est pour les riches. Donc il faut être un petit peu plus subtil et au cours d'un certain scénario de questions, on détecte non seulement les besoins qu'il peut y avoir, mais également on a des informations pour pouvoir les transférer et créer le flux vers le gestionnaire patrimoine qui peut là travailler et donc porter le flux comme ferait une secrétaire de direction pour le compte du client, porter le flux vers le conseiller en gestion de patrimoine, porter le flux vers l'administration, porter le flux vers le salarié. Alors vous êtes venu à quelques images, Yann, qu'on va peut-être pouvoir regardez, vous allez nous expliquer pourquoi vous les... C'est un côté bretonnant. Vous les avez choisis. Ouais, il y a un côté, voilà, j'ai dit, le local de l'étape. C'est la Bretagne. Alors je ne sais pas si on va les voir, ces images. Pardon ? C'est pour vous. C'est ça, voilà. Alors, nous sommes rapprochés d'un bateau qui a été deuxième au championnat d'Europe. Quand même, c'est bien. L'équipage a fait deuxième dans sa catégorie. Et surtout, pourquoi on s'est rapproché d'eux ? Parce que c'est un bateau, c'est du foil. Et vous allez voir notre slogan, ils ont réinventé la voile, nous avons réinventé l'expertise comptable. Voilà. En toute simplicité. Tout simplement, voilà, tout simplement. C'est très prétentieux. Alors, c'est parti d'une phrase qui a été prononcée qui a été écrite par Emmanuel Macron lorsqu'il était ministre et qu'il parlait de notre profession. Et il disait cette phrase, une profession n'est jamais en danger dès lors qu'elle sait se réinventer. Et on a essayé de prendre au pied de la lettre cette phrase et de la mettre un petit peu en maxime au sein du cabinet. Alors, e-collaboratrice, aujourd'hui, c'est ma dernière question sur ce sujet. Ça en est où ? C'est uniquement dans votre cabinet et dans ces différentes implantations ou est-ce que ça s'étend déjà un peu ? Alors actuellement, nous avons 3 cabinets qui ont travaillé sur le projet. Donc ces 3 cabinets sont en phase de test
sur les premiers modules qui ont été développés par des informaticiens sous-traitants. Cette première étape de test doit être validée pour la fin de l'année 2017. Sur le premier semestre 2018, nous mettons en place des cabinets tests sélectionnés dans la communauté. Et là, on ouvre la communauté à ce moment-là pour pouvoir faire adhérer les cabinets. La communauté, d'ailleurs, elle porte un nom, c'est Annex Artisia. Annex Artisia, ce n'est pas l'annexe des artisans, des sociétés, des indépendants et des associations. Ça veut juste dire indépendance en grec. Et vraiment, on cherche à vraiment essayer de promouvoir l'indépendance même de nos confrères, parce qu'on ouvre à nos confrères, parce qu'on pense qu'en ouvrant cette communauté, on va s'enrichir de nos confrères et apporter le concept à nos confrères. Avec un objectif, c'est de le déployer commercialement. Alors, l'objectif de déployer commercialement, c'est rendez-vous au congrès à Clermont-Ferrand avec des bons de commande. Au moins, ça c'est fait. Voilà. Ça compte pour moi, c'est combien de clients aujourd'hui ? Comme je vous le disais, en fait, on est vraiment une start-up. On a commencé en mars 2015 et aujourd'hui, je crois qu'on a environ 1200 ou 1250 clients. On génère environ 500 à 600 clients en vitesse de croisière. Alors, la difficulté qu'on peut avoir, nous, c'est vraiment de gérer le flux entrant, parce qu'en moyenne, c'est environ 50 clients par mois, avec toute la problématique de RH à gérer, la problématique d'infrastructure informatique, la problématique de qualité des travaux et de responsabilité. Donc, avec toutes les normes. Donc c'est pour ça qu'on a essayé on a bridé le moteur globalement, parce que sur Internet, c'est l'avantage un peu du web, c'est globalement, c'est vraiment ajuster le curseur où vous voulez l'ajuster, et l'avantage aussi, c'est d'avoir des indicateurs de ROI exceptionnels qu'on ne peut pas avoir sur l'économie, je dirais, commerciale traditionnelle. On n'a pas parlé de présence sur les réseaux sociaux ou de marketing digital. Ça va en parallèle de cette démarche numérique, ou ça peut se faire partout aujourd'hui? Ça peut être aussi un premier pas d'être visible sur les réseaux sociaux pour un cabinet? Qui souhaite répondre? C'est différent, enfin, l'un n'empêche pas l'autre. L'intégralité, c'est plus logique. D'être présent sur les réseaux sociaux et d'avoir un cabinet digital, c'est indispensable. Mais les réseaux sociaux peuvent tout à fait se gérer à part, et donc on peut déjà engager cette première démarche pour numériser son cabinet et faire parler de soi à des coûts qui accessoirement n'ont rien à voir avec le print et une campagne traditionnelle. Donc l'avantage des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est que ça permet de toucher beaucoup plus de monde, de les cibler beaucoup plus finement. Et si on revient sur les touchpoints qu'évoquait Yann, la force du web aujourd'hui est que certes, ça peut paraître nébuleux ou nuageux au-dessus, mais c'est surtout une capacité phénoménale à toucher la bonne personne en fonction de son âge, de son sexe, de ses préférences. Voilà, enfin, c'est une finesse grâce à Facebook par exemple ou Google qui vous donne une finesse d'information très importante, de mieux choisir en fait votre cible, et c'est accessible pour tous à des budgets qui sont ridicules par rapport à une campagne publicitaire. Oui, d'accord. Je suppose que tous les trois vous êtes d'accord sur ce que vient de dire. Alors, moi, juste sur les réseaux sociaux, je m'y suis retrouvé vraiment par hasard. Pour donner un peu un témoignage de comment ça se passe. Un vendredi à 14h, j'ai mis un post sur LinkedIn. J'ai ouvert mon compte LinkedIn, j'ai mis un post, et le samedi, il avait été lu près de 6000 fois. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de vraiment phénoménal avec les réseaux sociaux. Ouais. C'est un canal de communication, c'est un média aujourd'hui, les réseaux sociaux. Et on n'avait pas d'accès, nous, en tant que professionnels, à un média, qu'il soit télévisuel, radiophonique ou même un print, il y a ne serait-ce que 10, 20 ans. Et aujourd'hui, on a la possibilité d'accéder à un média de communication totalement gratuit, ou je dirais totalement gérable en matière de budgétaire. Et donc, c'est fabuleux pour la profession, pour le confrère, qu'il soit à Brest ou dans le sud, de pouvoir communiquer avec ses clients et avec des prospects de manière naturelle. Comment ça sera ma dernière question, parce que je vois que le temps nous presse et le temps nous est compté. Comment vous voyez l'avenir de la profession comptable et du numérique? Comment vous l'envisagez à court ou moyen terme? C'est difficile évidemment de se projeter à long terme quand on voit les évolutions. Ou quels sont vos espoirs? On va essayer d'ouvrir de façon large.
Mais l'avenir, c'est toujours c'est le client. C'est le client, c'est nos clients, notre client, notre marché. Donc c'est penser client, penser avantage client, se mettre vraiment dans la posture d'un chef d'entreprise, penser stratégie cabinet. Et c'est ce qui manque un peu dans nos formations, on en discutait à midi. Donc penser client. Ensuite, penser service. On est prestataire service, tu as eu en fait, le réflexe stratégique de basculer et de basculer en prestation de service qui vendait l'expertise comptable, c'est totalement ça. On vend du service, donc il faut vraiment accéder au full service et en fonction de chaque cabinet, on a nos propres spécificités, nos propres localisations, nos propres marchés, nos propres spécificités vraiment techniques. Et donc on va pouvoir focaliser, on va pouvoir nouer des partenariats spécifiques, techniques aussi, et attirer des clients et conserver une relation de proximité même via le numérique. Donc c'est totalement ça. Sur le traitement de la donnée, sur le traitement donc des relations. Ce que font globalement les NATU aujourd'hui, hein, c'est l'analyse de la donnée de leurs clients. Aujourd'hui, est-ce que notre génération, en tant que professionnel, expert comptable, nous sommes dans cette vision-là de traitement de données et surtout de commercialisation de données? On en discutait hier, je ne suis pas sûr. On est encore ancré, notre génération, dans la déontologie de manière assez forte. Mais par contre, les prochaines générations des experts comptables, est-ce que ça ne sera pas vraiment la capitalisation sur les données clients, sur les données prospects et sur les relations avec les partenaires? Alors, on est sur du long terme, là. Un dernier mot, Laurent. Ouais, juste, je voulais ajouter que, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, la donnée, c'est un véritable patrimoine, et que ce soit le patrimoine de l'entreprise, mais même un patrimoine personnel, quoi. Et il va falloir le gérer. Juste par rapport à ce qui a été dit ce matin, pour illustrer un petit peu comment je peux voir l'avenir de la profession, on a parlé longuement de certaines marques d'appareils photo qui ont disparu. Je voudrais en citer une, parce que étonnamment, elle revient complètement à la mode, et ça n'a pas été dit ce matin, et ça a été oublié, c'est Polaroid. Oui. Polaroid, alors comme ça je vais le caser, j'ai fêté mon anniversaire la semaine dernière, et à l'occasion de la fête de mon anniversaire, il y a des Polaroid qui sont sortis. Et c'est le truc qui redevient complètement à la mode. Comme quoi, finalement, même avec d'anciennes techniques, on peut refaire quelque chose de complètement moderne. On avait enterré le vinyle à une époque. Oui, mais le vinyle, il revient avec un côté vintage, là ça redevient. Et alors, attendez, encore plus fort, c'est que les gens, avec leur smartphone, ils photographiaient la photo du Polaroid. Donc c'est quand même étonnant, quoi. Et c'est pour montrer, enfin, je veux dire, par rapport à ce qui était dit ce matin, on peut quand même, avec quelque chose qui paraît hyper traditionnel, qui peut paraître même dépassé, revenir à la mode et refaire quelque chose, quoi. Plein d'espoir, ce que vous dites. Le dernier mot pour Denis. Oui, j'espère qu'on ne sera pas enterré comme le Polaroid et qu'on n'aura pas 20 ans à attendre. Je pense que pour le coup, on a coutume de se dire dans la profession que depuis 40 ans, on a su évoluer, on a su adapter en fait notre mode de production, notre mode d'approche client. On garde une valeur forte aujourd'hui qu'on n'a pas vraiment évoquée tout de suite, qui est la confiance du client. Tant qu'on a cette confiance aujourd'hui et cette connaissance globale du marché, on a un avantage énorme concurrentiel par rapport à la machine. La donnée, ce n'est pas un patrimoine aujourd'hui, la donnée, c'est un flux pour moi. On est dans une ère du flux. Le patrimoine vaut de moins en moins, on le voit effectivement sur la rapidité avec laquelle les acteurs naissent ou disparaissent sur Internet. On parlait de GAFA, on parle de Natou aujourd'hui. Ce qui fait leur richesse, ce n'est pas tant le patrimoine que le flux, c'est la capacité qu'ils ont eu à générer du flux, à venir. Il y a un magasiner ce flux et aiguiller au mieux des publicités, les bonnes ventes, etc. Chez nous, nous sommes au cœur des flux. L'expert comptable maîtrise les flux, en a la connaissance et aujourd'hui doit trouver les meilleurs moyens pour automatiser et accélérer ce traitement de flux et être capable effectivement d'aiguiller au mieux son client pour conserver cette notion de confiance et l'aiguiller vers plus de croissance et une meilleure croissance de son activité et de son business. Merci à tous les trois. On peut les applaudir, je crois, parce que j'espère qu'ils vous auront éclairé.